Donc, je finis par recevoir le texte et je le mets sur un iPad. Et dans la fonction accessibilité, j'inverse les couleurs et ça me permet d'avoir le texte en blanc sur fond noir. Je diminue la luminosité au maximum. Puis ça me fait un peu finalement comme des sous-titres, parce que je fais défiler le PDF là, sur l'écran. La seule chose, c'est que, justement, comme c'est une mesure qu'on pourrait dire DIY, là, do it yourself, elle est pas connue. Et donc, comme il y a un message au début des spectacles où on invite les gens à fermer leur téléphone cellulaire et tout objet d'écran qui dérange, en fond, les gens voient cet écran-là comme un objet dérangeant. Donc, ça arrive fréquemment que les personnes m'interpellent pour me demander de fermer l'écran, puis souvent sur un ton qui est un peu agressif. Je pense qu'il faut pas sous-estimer, la charge affective de ces micro-agressions-là. Moi, par exemple, au début de la pièce, j'étais vraiment troublée, intérieurement, j'avais un mélange d'affaires de peine, de colère, d'indignation. Il y a une partie de moi qui voulait me lever puis partir. Moi, je m'en place ici comme tout le monde, tout ça. Une autre partie de moi qui est comme, je suis dans ce dimanche, peux-tu moi aussi avoir comme, c'est un beau petit dimanche, relax au théâtre, fait que souvent quand ça arrive, ce genre d'événement-là, il y a comme une multitude de sensations intérieures, parfois un peu contradictoires, là, une partie qui veut résister, puis une partie qui en a ras-le-bol dans le fond de vue ces discriminations-là. Dialogue, un balado-réflexion sur l'accessibilité aux arts vivants des publics issus de la diversité capacitaire. Épisode 3. Obstacles. Dimanche 5 février 2023, jour de représentation de Gaz-Bar Blues chez Duceppe, notre première sortie en comité pour un spectacle. Les membres attendaient cet événement avec impatience. Et malgré une expérience globalement positive, plusieurs participants ont rencontré des obstacles en salle de spectacle. Une participante a même subi une micro-agression, ce qui a ébranlé le groupe. Une membre du comité réagit à la mauvaise expérience de sa collègue. Tout de suite, ce qui devient, c'est genre, on n'est pas les bienvenus. On nous laisse comprendre qu'on n'a pas les codes et qu'on les respecte pas, alors que c'est juste pour ton bien-être et ton accessibilité. Tout au long de la recherche, nous avons veillé de notre mieux à la sécurité, au bien-être et au confort des participantes et des participants. Les membres du comité nous ont fait part de leurs besoins. Nous les avons encadrés par la présence d'une équipe de 4 bénévoles intervenants disponibles en cas de nécessité et Duceppe a mis une salle de repos à la disposition des membres pour les représentations. Lors de la première expérience en salle de spectacle, pour le bénéfice de la recherche, quelques membres du comité ont choisi de tester leur autonomie. Pour la majorité, atteindre l'autonomie en tant que spectatrice et spectateur était une valeur clé du projet. Ces membres ont rencontré certains obstacles lors de ce premier spectacle. Des membres du comité à propos de leur recherche d'autonomie. Comme je te dis, je voulais y aller tout seul. C'est pour ça que je trouvais intéressant là, de participer au projet. J'ai jamais fait ça, fait que toujours avec quelqu'un. Moi, j'ai expérimenté toute seule des choses. Puis je continue à expérimenter parce que j'en vois pas souvent de personnes. Si c'est pas un groupe, je vois pas les personnes individuelles qui vont faire des choses comme moi. En fait, j'ai aimé l'expérience d'y aller tout seul. C'est la première fois que je vois un spectacle tout seul, je pense. Sinon, je me rappelle pas de la dernière fois. Puis j'ai aimé ça. C'est vraiment tranquille et justement, il y a le volet interaction sociale que t'as pas à gérer. Je dirais que dans la vie, moi, je suis assez capable de tout. Mais plus ça sort de ma zone de confort, plus ça va me drainer l'énergie vite. Fait que moi, c'est ça l'enjeu. Vous avez tout mon respect de vouloir vous mettre dans des situations pas le fun là, pour voir qu'est-ce que ça fait. Tu devrais pas avoir ça comme malaise parce que tu devrais dire, tu devrais plutôt regarder l'option de dire, ils sont quand même forts, ces personnes-là, de vouloir aller au bout de leur autonomie. Dans le fond, c'est des tests d'autonomie qu'on faisait. Oui. Et ça, c'est important. Dès le début du projet, le comité a exprimé le besoin de se pencher sur l'accessibilité de manière concrète. Les membres voulaient identifier les problèmes et leurs solutions pratiques. Au cours de la recherche, les participantes et les participants ont relevé une quinzaine de facteurs de stress et 28 obstacles à l'accessibilité. Ces obstacles ont été catégorisés. Ils étaient majoritairement dus au manque de compréhension des besoins des divers publics par les équipes culturelles, à des problèmes de communication, au manque de soutien à l'accueil et à la compréhension,
et à l'accessibilité des lieux. Voici quelques exemples d'obstacles relevés par les membres lors de notre première expérience. Un participant et une participante témoignent de stress liés à leur expérience d'accueil. Quand je suis arrivé pour entrer dans la salle, je me suis retrouvé tout seul. Et puis, ben, j'avais, je sais pas, j'avais l'impression que je verrais peut-être un placier quelque part qui me verrait avec ma canne, puis mais non. Je sais pas, peut-être parce que j'étais à moitié accompagné par quelqu'un pendant tout le 3/4 du trajet. Je trouvais que c'était assez pas évident là. Si j'avais été tout seul, ben, c'est ça. C'était compliqué, c'était le trajet ou Ouais, le trajet, ouais, tu vas avoir des marches, tourne à droite, continue. En tout cas, je trouvais que c'était quand même je trouvais que c'était compliqué, là. C'est avec ma vision assez basse quand même, là. Puis ben, je pense que j'étais jamais allé au théâtre du CEP. Fait que c'est comme j'avais pas vraiment de repères non plus, là. Moi, je me repère pas dans l'alphabet. Donc, tout ce qui est ordonnancement par ordre alphabétique ou ordre numérique, c'est un enfer pour savoir quelle lettre est avant quelle lettre. On a toujours l'impression, quand on a des difficultés d'apprentissage, que tout le monde est en train de nous regarder, est en train de nous juger sur « Mon Dieu, elle a l'air de pas être capable de se placer elle-même ». 2 participants témoignent d'obstacles sensoriels qui créent des défis. Tout ce qui est la musique très fort, ça, c'est pas bien pour moi, si tu veux. Qu'est-ce que ça fait? Quand il y a de la musique et les gens qui parlent, je ne comprends plus d'un côté. Mais la musique, disons la première pièce, la première quand ça commençait, la musique était très forte pour moi. Le son était très fort. Ça, c'est toujours pareil, mais dans ma situation, c'est ça que je trouve ardu souvent d'être concentré pendant longtemps à cause de la force. Du son? Ouais, du son. OK. Ça me nuit un peu à ma concentration. Un participant témoigne d'un système d'adaptation qui ne fonctionne pas. Le système d'aide à l'audition est là, normalement, pour amener le fait que j'entende mieux. Mais si on place les 10-12 micros devant la scène, plutôt que sur les personnages, ben, le système d'aide à l'audition, il m'a pas servi à grand-chose. Fait que durant les 15-20 premières minutes, là, que je pitonne, j'essaye, j'augmente le volume, puis tout ça, je suis tapé dans la pièce. Là. Et puis finalement, pour me rendre compte en faisant des tests que sans système d'aide à l'audition ou avec, ça amplifiait pas mieux. Ben, je l'ai mis de côté, mais ça m'a pris toute une concentration pour suivre l'audio. Des membres du comité témoignent de leur besoin de soutien à la compréhension. C'est surtout que j'ai manqué des gags visuels. Je voyais que les gens riaient à des moments de... J'ai manqué des gags visuels. Le cendrier, là, même si j'ai compris ce qui se passait avec le cendrier, là. Ça, j'ai pas vu ce gros geste-là, mais j'ai vu que c'était complètement absurde, tu vois. Fait que c'est ça. Il y a eu d'autres gags qui sont passés en interaction entre les personnages que j'ai pas pu... Moi, j'ai de l'observation avec ma mère. On s'accompagne. Ben, souvent, là, c'est elle qui va me ramener à me dire, bon, c'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui se passe. Elle voit là, que je ne comprends pas rien parce que c'est plate, là, puis parce que c'est ça le théâtre, là, des fois c'est plate, puis des fois c'est le fun. Ça, ben, elle a le don de me ramener, puis elle me dit, bon, c'est ça qui est en train de se passer. Puis là, je peux réapprendre à réapprécier le spectacle, parce que sinon, je suis complètement déconnecté. Pour moi, quand ça change vite visuellement, c'est très, très, très épuisant. Ça me force à me resituer dans un décor que j'ai même pas eu le temps de comprendre la scène d'avant, quand c'était différent de qu'est-ce que c'était. Donc là, il faut que je recomprenne, ressaisisse où ça se passe. Ben oui, ben j'y allais plus au théâtre, hein. Je vais plus au théâtre, tu sais. Ben non, je sors de là, puis tu sais. Qu'est-ce que j'ai trop manqué, puis ben non, je suis épuisée parce que faut que je travaille fort, faut que je sois mieux concentrée. Alors, je vais plus au théâtre. J'ai des chums de filles qui vont plusieurs fois par année, là, ils sont achetés des billets. Puis moi, des fois, je vais souper avec elles, puis après ça, je m'en vais chez nous, tu sais. Oh non! Je vais pas au théâtre avec elles. Un participant témoigne des obstacles périphériques à la venue au théâtre. Dans l'hypothèse où, et on le souhaite, hein, que du CEP multiplie les expériences et que ça devienne un jour la norme, c'est que les accès
à la salle de spectacle soit regardé de très très près. S'il y a des difficultés d'accès, que les personnes le savent. Il se trouve que les stations de métro sont quand même beaucoup en travaux, notamment pour les rendre accessibles. C'est quelque chose que les spectateurs en situation de handicap doivent considérer. Et ça pourrait être intéressant que DUCEP le précise. Si vous venez par Place des Arts, il y aura le corridor avec les travaux machin. Donc. 2 participantes témoignent de l'effort et de la fatigue qui viennent avec une sortie au théâtre. Puis, finalement, moi, quand je suis arrivée de mon côté, je me suis rendu compte qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Madame, la ligne est longue. » Puis moi, j'avais déjà marché beaucoup. Puis là, j'étais épuisée. Puis là, je commençais à trembler. Puis là, je savais plus où. Puis là, j'étais perdue. Là, j'étais tout seul. J'avais pas où m'asseoir. Puis là, j'ai remarché. Je suis retournée sur mes pas comme vers la face de l'escalier. Puis c'était déjà complètement épuisé. Je comprends. La responsabilité de l'accessibilité repose sur nos épaules en tant que personnes sourdes ou handicapées, tout ça, puis ça nous fait perdre un temps précieux. Dans le fond, pas parce qu'on est handicapé qu'on a une journée de plus dans notre semaine, on a le même temps que tout le monde, c'est juste qu'on doit consacrer une bonne partie de ce temps-là, finalement, à revendiquer des changements ou à revendiquer nos droits, finalement. Qu'est-ce que l'accessibilité? Comment savoir si un établissement culturel est accessible et doit-il l'être entièrement? Dans leur article de 2019, Réflexion critique sur la notion d'accessibilité universelle et articulation conceptuelle pour le développement d'environnements inclusifs, l'anthropologue et spécialiste de la construction sociale du handicap Patrick Fougerola et ses co-auteurs définissent l'accessibilité universelle comme des processus visant à répondre aux besoins du plus grand nombre. Ils la considèrent comme un idéal presque utopique. Pour discuter du sujet, j'ai réuni 4 artistes de théâtre inspirés par l'accessibilité créative. Laurence Brunel-Côté et Julie Cloutier-Delorme du Bureau de l'APA, ainsi que Marie Ayotte et Andréane Giguère de Théâtre Déchaîné. Lors de divers événements, j'ai entendu leur voix originale et parfois dissonante par rapport au discours ambiant sur l'accessibilité. Et j'ai voulu qu'on discute ensemble de leurs réflexions et de leur définition de ce qu'est l'accessibilité. Marie se référant au texte de Fougerola, suivi par Andréane et Laurence à propos de l'accessibilité universelle. L'accessibilité universelle est une belle utopie, mais ne peut juste pas se faire parce que, et pour plein de raisons, mais une principale, c'est que la seconde que tu fais des accessibilités ou que tu penses à certaines communautés ou personnes dites de la diversité fonctionnelle, mais tout de suite, ça empêche d'autres personnes d'autres communautés ou avec d'autres goûts de profiter pleinement de leur expérience culturelle. Donc, il y a une question d'accessibilité, il y a une question de besoin, que ça soit physique, psychologique, sensoriel ou autre. Et il y a aussi, c'est plein d'êtres humains avec des goûts, avec des différences dans leur diagnostic, dans leur journée, dans leur cheminement. Donc, de principe de dire que c'est universel, si on dit que c'est une accessibilité universelle, ça veut automatiquement dire que tu remets l'accessibilité sur le dos sur les épaules des gens parce que tu fais voici c'est accessible, si ça te convient pas, arrange-toi parce que je t'ai dit que c'était accessible, donc maintenant adapte-toi. Même quand tu cibles une communauté, ça veut même pas dire qu'il n'y a pas des doubles diagnostics, qu'il y a pas il y a des particularités à chacun, donc c'est extrêmement difficile de dire que ton show il est accessible, il est jamais totalement accessible, donc c'est quoi l'accessibilité? C'est ça la grande question que tu nous poses, mais dans le fond, c'est tellement spécifique l'accessibilité à chaque personne que c'est difficile de mentionner que ton show il est accessible. En fait, c'est parce que moi, je trouve ça super drôle. Vraiment, un show ne peut jamais être accessible. Je vois pas c'est quoi, je vois même pas c'est quoi l'intérêt d'avoir une création accessible. On dirait que ça se peut pas, mais il peut y avoir des éléments, on peut choisir d'avoir certains éléments qui mis et à soit jamais universel, comme Adrienne disait, là. Donc, en fait, moi, je pense qu'on fait une création. Pour faire une création, c'est un acte
créateur, mais on pourra jamais dire que c'est accessible pour tout le monde. Puis, est-ce qu'on veut vraiment? En fait, c'est ça la question, est-ce qu'on veut vraiment faire des trucs accessibles? Ça m'intéresse plus. En fait, je suis pas ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Laurence? À part, bon, encore là, on oublie la question de l'accessibilité au lieu, tout ça. Il faut que tu aies le droit de pouvoir, que tu aies le droit de choisir. Moi, personnellement, il y a des choses qui sont très accessibles pour moi, puis j'aime pas ça pareil, là. J'ai le droit de pas aller voir des affaires plates, même si c'est accessible. Oui, t'aimes pas le fait que c'est à la mode. Mais c'est à la mode de s'imaginer qu'on va faire de l'accessibilité. Mais arrêtons de le dire puis faisons une affaire. À la page 164 de leur article de 2019, Fujirola et ses co-auteurs expliquent que la façon dont les gens anticipent et utilisent les services dépend des attitudes et perceptions qu'ils ont envers le système. Pour beaucoup de membres du comité, une définition commune de l'accessibilité entre l'établissement culturel et son public diversifié est essentielle, car elle fonde le développement d'une relation de confiance. Une participante partage sa réflexion sur l'accessibilité. J'ai l'impression que dans l'accessibilité, ce qui compte beaucoup, c'est à quel point on est attendu et accueilli, en fait. Et donc, on sait que, un peu, quelle que soit la demande qu'on va faire, on va pas être jugé. Moi, je trouve que c'est vraiment la porte d'entrée de l'accessibilité, c'est que l'organisation te fasse comprendre que non, tu vas être la bienvenue, puis que c'est ça. Si tu as des demandes, ils vont essayer de les mettre en place et voir comment peut-être ils pourront pas t'aider jusqu'au bout de ce que tu as besoin, mais au moins, ils vont pas t'envoyer balader d'un revers de main. Tu sais, vraiment, genre, je comprends ce qui est en train de se passer, puis je sais que vous êtes quelqu'un avec des besoins particuliers, donc potentiellement, même si je ne comprends pas la situation, je comprends qu'il y a un enjeu et je vais vous accompagner là-dedans. Pour moi, ça change tout. Et donc, c'est ça aussi qui fait que des fois, tu pardonnes des inaccessibilités quand tu as cette attitude-là, parce que tu te dis, c'est quelqu'un qui veut bien faire. Dans le prochain épisode, nous continuerons notre aventure avec une deuxième expérience du comité au théâtre. Nous parlerons des handicaps invisibles et des expériences spectatrices uniques. Dialogue est un balado d'Evelyne Payette-Dalpé, présenté avec le soutien de l'Office des personnes handicapées du Québec. Montage et habillage musical, Michel Héroux. Traduction, Léna Desjardins. Comédien, Michel Savard. Sous-titrage, traduction et interprétation LSQ, Cinéal et Jennifer Manning. Co-direction de recherche, Maud Gendron-Langevin et Guillaume Ouellette. Cette recherche a été rendue possible grâce au soutien du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, du ministère de la Culture et des Communications du Québec et du Conseil des arts de Montréal.